Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de 6 règles d'armée qui, à mon sens, doivent absolument être modifiées en V11 parce qu'elles sont soit mal adaptées, soit pas très fun. Alors, les règles d'armée, c'est évidemment ce qui oriente le style de jeu de votre armée, hein. Quand on vous donne certains bonus dans certaines situations, vous avez envie de jouer comme ça pour avoir ces bonus, ça c'est très bien. La V10, elle a tenté de faire des trucs avec les règles d'armée, mais malheureusement, le début d'édition, et même toute l'édition, a été marqué par des règles relativement peu inspirées, assez lisses, qui offrent pas vraiment de choix sur la table et qui vous permettent pas de développer une espèce de jeu qui correspond vraiment à ce que vous aimez. Il y en a beaucoup qui ont peu de variété et peu d'intérêt. Il y en a certaines que je trouve très réussies, la règle des Drukhari typiquement, où chaque unité a son bonus à elle quand on lui donne un pion de souffrance, je trouve ça super bien fait et intelligent. Et la règle AdMech, une fois qu'elle a été modifiée pour avoir des bonus à peu près corrects, le fait de choisir une doctrine, de jouer sur le positionnement, d'orienter toute son armée dans un certain style pour un round, je trouve ça super bien, et pareil, ça représente très très bien comment on s'imagine que cette armée doit fonctionner sur la table. Par contre, il y a certaines règles qui ont été, je trouve, complètement loupées en V10, et que du coup, on se trimballe encore dans ce début de V11, puisque ces règles n'ont pas été modifiées spécifiquement. Donc on va parler de celles-là ici, et on va voir comment les rendre un peu plus intéressantes, en tout cas à mon avis. Attention, aucune velléité d'équilibrage là-dedans, comme d'habitude, c'est pour proposer des idées, c'est probablement complètement pété ou complètement nul, l'idée n'est pas de discuter de si c'est trop fort ou pas, c'est de discuter de ce qu'on peut faire pour avoir quelque chose de plus intéressant sur la table. On va commencer par les custos qui ont, à mon sens, la règle d'armée la plus chiante du jeu entier. Il n'y a pas de choix. Vous avez, quand vous tapez, soit le choix entre touche soutenue ou touche fatale. Vous allez dire, bah si c'est un choix, bah non, ça n'en est pas un, puisque qu'en fonction de la situation et de ce sur quoi vous tapez, vous choisirez toujours touche soutenue si votre force est supérieure à l'endurance ennemie, quand vous blessez à 3+, voire à 4+, et vous choisirez toujours touche fatale quand vous allez blesser à 5+, ou moins bien. Avec la seule différence qui serait si on vous bascule dégâts 1 avec un truc moins 1 dégât, mais vous allez peut-être plutôt prendre touche soutenue pour essayer de maximiser le nombre de 1 dégât que vous allez faire, et encore. Donc voilà, il n'y a pas de choix en fait, hein. Concrètement, la règle, ils auraient pu l'écrire. Si la force de vos attaques est inférieure à l'endurance ennemie, vous avez touche fatale. Si la force est supérieure à l'endurance ennemie, vous avez touche soutenue. Ça aurait été pareil, c'est comme ça que c'est joué. Et en plus, ça marche assez mal avec par exemple le détachement Lion de l'Empereur qui offre un +1 pour blesser, parce que du coup votre règle c'est juste touche soutenue, vous allez jamais prendre touche fatale quand vous blessez tout à 2 ou à 3 ou à 4, donc vous prenez touche soutenue systématiquement. Bon voilà, c'est pas très intelligent, et en plus du coup c'est des bonus qu'on ne peut pas donner à n'importe quelle unité, donc il y a très peu de différenciation entre les unités. Hein, le seul bonus qui est donné sur les armes de corps à corps actuellement, c'est certaines unités qui ont lance. Voilà, il n'y a pas de strata pour touche soutenue, touche fatale ou autre, parce que vous l'avez en règle d'armée. Bref, ça limite quand même énormément, du coup, tous les potentiels changements entre les détachements et entre les unités, ce qui fait que tout se ressemble un petit peu sur la table. En plus, ça n'aide pas du tout ce qui est tir, hein. Les custos ont quelques unités de tir. Vous avez le Télémon qui est une belle plateforme, vous avez le Land Raider, vous avez potentiellement même l'énorme volant en résine que personne ne joue mais qui existe et qui shoot. Vous avez les tirs des motos, vous avez les nouvelles motos qui ont encore plus de shoot, vous avez le petit Palace, le petit tank d'attaque qui ne fait que tirer. Tout ça n'est pas du tout boosté par cette règle d'armée, puisque certes ils peuvent avoir les katas, ce qui est bizarre d'ailleurs, un Land Raider qui a des katas martiaux, mais, mais en échange, ils n'ont pas de profil d'attaque vraiment intéressant, donc ça ne sert à rien pour eux. Ça représente en plus pas forcément une spécificité des custos, je trouve, parce que oui, les katas martiaux, c'est effectivement leur manière de combattre, mais en soi, touche fatale, ça représente pas un kata, c'est un bonus que toutes les armées ont en stratagème quelque part. Les custos sont pas spéciaux en ayant touche soutenue ou touche fatale, parce que n'importe quelle armée du jeu a au moins une unité qui le fait, ou un strata dans quasiment tous ses détachements qui lui donne ça. Donc voilà, ça donne pas d'identité à l'armée comme règle. Donc à mon sens, le problème, c'est que si on enlève touche soutenue ou touche fatale au custo, il commence à galérer contre les hordes ou à galérer contre les hautes endurances. Le profil d'attaque d'un custo, quasiment toutes les unités, c'est la lance gardienne, c'est force 7, PA-2, dégâts 2. Certains qui ont des épées qui tapent un peu moins fort, certains en DH qui tapent un peu plus fort, mais globalement, quasiment tout le monde est en 7, 2, 2. Et le problème, c'est que du coup, vous avez peut-être soit pas assez d'attaque pour tuer un pack de 20 figurines, alors que vous devriez en théorie les mouliner, vous êtes des custodes, et en échange, vous avez non plus pas la force assez élevée pour aller dégommer des gros véhicules. Donc à mon sens, au lieu d'avoir touche soutenue, touche fatale pour compenser ça, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un profil différent quand vous utilisez une lance gardienne ou une hache. Vous avez un sweep et un strike. Le sweep a plus d'attaque, mais avec plus faible force, plus faible PA et dégâts 1, et le strike est plus fort, plus de PA, plus de dégâts, ou il reste en 7-2, peu importe,
mais ça vous donne une capacité d'aller dégommer des trucs. Peut-être que le profil de strike, il a touche fatale écrit dedans. Peut-être que le profil de sweep, il a touche soutenue. Ou abattage maintenant, qui donne un nombre d'attaques augmenté quand vous attaquez quelque chose. Voilà, ce genre de choses peut être, je trouve, intéressant, et du coup ça permet aussi de transformer les haches, qui sont force 9, PA-1, dégâts 3, en vraies armes anti-monstres et véhicules avec une force peut-être plus élevée. Ça permet de se débarrasser du touche soutenu, touche fatale, sans rendre l'armée inefficace. Mais ça donne pas de règle d'armée. La règle d'armée, pour moi, elle devrait être double. D'abord, je trouve que le custo, enfin c'est pas je trouve, c'est le lore nous dit que le custo, ça combat comme un guerrier indépendant. Alors malheureusement à 40 000, représenter ça avec juste une dizaine de petits persos isolés, ça fonctionne pas vraiment dans la manière de jouer au jeu. Cela dit, il y a un stratagème en Lion de l'Empereur, qui est un des détachements custo, qui permet d'éclater une unité de Terminator, où chaque bonhomme devient sa propre unité de 1. Je pense que ça devrait être dans la règle d'armée, pouvoir cibler n'importe quelle unité des custos, alors avec un rééquilibrage évidemment si nécessaire pour par exemple les veilleurs, qui ont un insensible à 4 une fois par bataille, mais ce genre de choses permettent d'éclater, une fois par bataille, une de vos unités en plein de petits packs de 1, qui vont du coup aller faire ce qu'ils ont à faire sur la table, parce que voilà, le custo c'est un guerrier autonome, c'est pas un guerrier par unité. Ils combattent par unité, mais ils sont capables de jouer tout seuls. Je trouve ça intéressant. Et ensuite, on garde le système des katas, mais on donne des bonus qui sont plus intéressants, peut-être une fois par bataille, peut-être à choisir par unité, par tour, même si ça devient un peu compliqué à gérer, mais des trucs du style -1 pour être touché au tir ou au corps à corps, ou une distance de détection réduite quand vous êtes dans une zone de terrain, ou une aide au tir, type ignore le couvert, parce que les katas martiaux, c'est aussi l'utilisation des armes de tir, hein, c'est pas que le corps à corps, hein, les katas martiaux, ça utilise la lance gardienne et le bolter qu'il y a dessus, un repli tir-et-charge, un bonus au mouvement, voilà. Ce genre de choses qui pourraient être données par des katas. Alors, est-ce que c'est une fois par bataille, est-ce que c'est on choisit par unité, peu importe, mais je trouve que ça serait intéressant d'avoir ce genre de choix sur la table, plutôt qu'un truc qui est juste un buff que toutes les armées ont en strata et qui représente pas du tout la spécificité de l'armée. Deuxième règle d'armée que je trouve assez naze, c'est celle des Space Marines. Alors elle est pas nulle du tout, hein, tout comme la règle des custos est pas mauvaise en termes de performance ou de puissance, c'est juste pas très intéressant. Le serment de l'instant, ça donne la relance des touches sur une cible ennemie pour le round, et ça donne un +1 pour blesser, si vous ne jouez aucun détachement ou unité d'un chapitre nommé, hors les chapitres Vanilla type Ultramarine et autres. Alors déjà, cette règle, elle est inéquitable. On donne le +1 pour blesser aux Ultramarines, qui ont presque autant d'unités à part, ils pourraient avoir leur propre codex supplément, ils en ont presque autant que ce qu'a un Space Wolf, un Blood Angel. Pourquoi est-ce que les Ultramarines sont le +1 pour blesser quand par exemple les Space Wolves ne l'ont pas, alors que les Space Wolves gagnent beaucoup moins que les Ultramarines par exemple? Bon, voilà, c'est le genre de questions qu'on peut se poser parce que c'est pas très logique. Ensuite, ça casse les règles type touche soutenue, touche fatale. Quand vous donnez une relance des touches sur une cible, si votre unité elle a touche soutenue, touche fatale et ou éventuellement critique sur les 5, soudainement ça devient beaucoup plus fort. Et donc donner ce bonus de base aux unités devient difficile à équilibrer, parce que vous lui faites payer le point de quand elle tire sur un truc avec le serment de l'instant, parce que sinon elle est trop peu chère, mais du coup elle est trop chère. Ou alors vous lui faites payer les points de quand elle a pas le serment de l'instant, mais du coup elle est trop peu chère pour quand elle l'a. Bref, ça déséquilibre les choses. C'est en plus pas représentatif de la faction, le serment de l'instant ça n'a rien à voir avec Warhammer 40 000, le serment de l'instant c'est un truc qui est prévalent au moment de l'hérésie d'Horus. On en entend un petit peu parler à 40k, mais à 40k, le Space Marine Vanilla, c'est le codex Astartes, c'est l'adaptabilité, c'est pas je vais tuer ça plus fort que d'habitude. Donc c'est pas une règle qui colle très très bien au Space Marine aujourd'hui. Et puis ça a un autre effet de bord qui est que ça favorise le choix des détachements qui boostent autre chose que la létalité. Quand vous avez une relance des touches et un +1 pour blesser, vous n'avez pas besoin d'un bonus de létalité supplémentaire, donc les détachements qui vous donnent des relances, les détachements qui vous donnent des boosts pour taper plus fort, quand vous avez le +1 pour blesser, vous en foutez. Donc vous prenez plutôt tous les détachements qui vous donnent plus de mobilité, plus de réactivité sur la table, plus de contrôle, et c'est pour ça qu'on a vu quasiment que Gladius pendant la V10, sauf vraiment toute fin d'édition, parce que forcément c'était le détachement qui vous donnait le plus de projection et de mobilité. En V11, ça a l'air beaucoup plus varié, si on ignore le détachement Librarius qui est complètement cassé, mais globalement, c'est pas une règle qui incite à aller chercher autre chose et des combos. Le seul combo qu'on va chercher, c'est qu'est-ce que je peux aller pêcher quand je fais mes relances. Du coup, ce qu'on peut faire, en fait, Games Workshop a déjà l'air d'avoir pris conscience de ce problème, parce qu'il y a déjà beaucoup de rumeurs qui annoncent le changement de la règle d'armée pour leur donner les doctrines façon Gladius, comme ça l'a déjà été dans d'autres éditions. Là, ce que vous voyez sur la droite, c'est une capture extrêmement floue, d'a priori en tout cas, de la règle qui sera donnée aux Space Marines en patrouille, qui sont du coup les doctrines de combat, c'est le Gladius, vous avez la doctrine assaut, la doctrine dévastateur, la doctrine tactique, vous pouvez les utiliser qu'une seule fois par bataille, et évidemment il y aura des persos qui vous permettent de les refaire
comme d'habitude. Il y a eu aussi à un moment une capture bien floue qui est passée, qui indiquait chaque armée a sa règle d'armée, les orcs c'est la WAG, les Space Marines c'est les doctrines tactiques. Donc il est fort probable que les Space Marines en V11 passent sur ces doctrines, et je trouve ça très bien puisque ça représente beaucoup mieux le Codex Astartes. C'est un très bon bonus que tous les joueurs Space Marines ont choisi pendant la V10 pendant un long moment en choisissant d'aller vers le Gladius, et du coup bah, ça devient intéressant parce que ça vous permet d'aller choisir aussi d'autres détachements qui vous boostent autre chose. Mais du coup, je pense que c'est pas suffisant. Pour moi, il faut aussi rajouter le fait de donner une règle d'armée à part aux Blood Angels, aux Space Wolves, aux Dark Angels, à la Death Watch si elle survit, puisque évidemment, ces doctrines de combat, c'est les doctrines du Codex Astartes. Les chapitres qui ne suivent pas le Codex Astartes, eh bien, ils devraient avoir leurs propres règles. Les Black Templars ont déjà la leur, les autres chapitres devraient les avoir aussi. Et du coup, bah, ça vous ouvre la porte à plein d'autres bonus. Vous pouvez donner des unités d'élite qui ont droit à des relances, ce qu'on ne voyait pas vraiment en Space Marine, ou en tout cas pas souvent, parce que bah, vous aviez déjà le serment de l'instant, donc donner encore plus de relances c'était chaud. Donner des plus 1 pour blesser en aptitude ou en pouvoir de personnage, on avait quasiment que le chapelain qui faisait ça. Maintenant on va pouvoir peut-être aller chercher d'autres choses, des améliorations, des stratagèmes qui donnent ça, pour que ça soit un peu plus intelligent aussi. Donc ça ouvre tous ces bonus qui auraient pas dû être dans la règle d'armée, ça les ouvre pour les donner en strata, en détachement et autres, quand du coup l'armée a de base cette adaptabilité tactique et cette mobilité qui est ce qui fait le cœur d'une armée de Space Marine de toute façon. Les Votann, ensuite, je trouve que leurs règles ne fonctionnent pas super bien. Alors, elle est intelligente et fluff, ça représente très bien le côté, le Votann, quand il vient sur une planète ou pour faire une bataille, il est là pour choper des ressources et les défendre ensuite pour pouvoir se barrer avec. Et donc leurs règles représentent ça. Au début de la partie, vous avez plus 1 pour toucher quand vous attaquez quelque chose sur les objectifs, et vous pouvez aussi relancer les avances et les charges. Et puis une fois que vous avez accumulé assez de points de rendement quand vous contrôlez des objets, eh bien vous gagnez à la place un plus 1 pour toucher quand vous êtes sur un objectif, et un moins 1 pour être blessé si la force de l'ennemi est supérieure à l'endurance, et ça marche partout sur la table. Le problème c'est qu'en V11, bah, ça fonctionne pas de manière très intelligente puisque ça n'encourage qu'un style de jeu, je joue avec les objectifs. Les objectifs sont devenus très gros, donc c'est pas très compliqué d'aller se mettre dessus pour avoir les bonus ou pour les prendre. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de variétés de missions en V11 qui n'incitent pas spécialement à aller sur les objectifs. Vous aurez envie de le faire pour avoir vos bonus, mais ensuite l'adversaire va juste en profiter, puisqu'il y a plein de missions qui vous disent il faut reprendre un objet à l'adversaire, il faut tuer un truc sur les objectifs, et du coup bah vous offrez juste la capacité à l'adversaire de scorer. Alors que si vous voulez jouer un plan de jeu qui est plus je fais quelques actions par-ci par-là sans forcément aller tenir les objets, bien vous n'aurez pas vos bonus dans la partie. C'est pas forcément super intelligent par rapport au fonctionnement de la V11, je trouve. Et en plus, hein, en V11 ça fonctionne plus ou moins comme en V10, c'est quand même assez rare de pas passer dès le tour 3 dans la posture qui est j'ai plus 1 pour toucher quand je suis sur un objet, la posture plus défensive, parce qu'en fait les pions de rendement montent relativement vite si vous essayez de contrôler le terrain. Donc c'est pas super contrôlable comme manière de jouer, hein, c'est plus une évolution à travers la partie, tour 2 ou tour 3, ou si vraiment vous galérez tour 4, vous passez dans la deuxième posture et vous allez quasiment jamais redescendre dans la posture du dessous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah moi je trouve que le système je suis là pour prendre possession des ressources colle bien à l'armée et fonctionne bien. Par contre, je pense qu'il faut donner plus de contrôle aux joueurs là-dessus. Il faut pas dépendre des points de rendement pour avoir une espèce de barrière artificielle qui dit à partir de ce moment-là, paf, t'es dans l'autre posture, et tant pis pour toi si ça te plaît pas. Je pense qu'il faut permettre de changer de posture. Donc, vous continuez à collecter des points de rendement, mais vous les dépensez pour passer d'une posture à une autre, et potentiellement aussi pour buffer des unités. Donc on dit, je dis n'importe quoi, vous pouvez dépenser 3 points ou 5 points de rendement pour passer à la posture offensive ou pour repasser dans la posture défensive, et on choisit, et tant qu'on n'a pas dépensé les points, on reste dans cette posture et ça fonctionne. Et ensuite, on pourrait aussi imaginer que ces points se dépensent pour améliorer certaines unités, un peu à la Drukhari, où vous dites, bah en dépensant un pion de rendement, cette unité gagne tel bonus pour la phase. Voilà, ce genre de choses. On peut aussi avoir des unités qui n'ont un bonus que si vous êtes dans la posture acquisition, des unités qui sont là pour aller chercher, typiquement par exemple les Yegir, ou on peut avoir des unités qui, elles, ne gagneraient un bonus que si vous êtes dans la posture fortification, je sais pas, par exemple une forteresse hécaton, je dis n'importe quoi, mais des unités qui sont plutôt là pour défendre des points. On peut aussi imaginer que les bonus soient écrits sur les fiches d'unité et qui dépendent d'une certaine posture. On peut imaginer que ces bonus soient donnés en dépensant des pions de rendement. Je trouve que ça donnerait plus de contrôle aux joueurs sur la table que juste d'essayer de jongler avec des pions, mais comme votre mission vous dit de contrôler des objets, bah vous allez gagner des pions, et du coup bah vous allez forcément passer dans la posture même si elle vous avantage pas, voilà. Je trouve que ça serait plus malin de laisser le contrôle aux joueurs là-dessus. Ensuite, les Chevaliers du Chaos, alors pourquoi est-ce que leur règle est naze en V10 et donc aussi en V11? Globalement, elle vous donne un -1 au commandement adverse dans les 9 pouces en début de partie,
Au tour 1, 3 et 5, vous choisissez soit manuellement une aura parmi 6, soit vous en tirez 2 au sort, mais évidemment si vous tombez sur une que vous avez déjà, c'est perdu. Tout est axé quasiment sur le commandement et l'ébranlement, sauf une aura qui vous donne maintenant en V11 discrétion, ce qui sert pas à grand chose parce que des gros chevaliers c'est facile à cacher, ça c'est un peu plus sur les dogs éventuellement, ça vous donne le bénéfice du couvert en V11, donc c'est pas, voilà, c'est facile à avoir le bénéfice du couvert. Et l'autre aura, c'est vous augmentez la taille de vos auras de plus 3 pouces. Voilà. Bon, c'est pas une règle qui est faible, hein, parce que l'ébranlement en V11, c'est plutôt impactant. Quand vous avez ébranlé une unité ennemie, c'est moins facile pour elle de s'en défaire, mais c'est aléatoire. Si l'adversaire réussit ses tests, la règle ne sert à rien. Si l'adversaire rate tous ses tests, il est juste frustré parce que c'est les dés qui ont décidé pour lui du déroulé de la partie. Et surtout, ça booste pas l'armée de manière fiable, ça vous donne pas l'impression d'avoir une armée qui fait quelque chose, c'est presque passif finalement, comme règle. Et en plus, cette aura de discrétion, elle marche beaucoup moins bien en V10. En V10, c'était -1 pour être touché pour tous les ennemis à plus de 18 pouces qui vous tirent dessus. Là, maintenant, c'est juste bénéfice du couvert, ce que vous avez pas vraiment de mal à avoir, en tout cas avec les gros chevaliers du chaos. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que garder l'aspect, ces trucs sont ultra terrifiants et donc ils nous impactent quand ils sont pas loin, je pense que ça colle très bien à l'armée. Donc avoir une aura par défaut qui donne un malus au commandement autour des chevaliers, je trouve ça très bien. Et le système d'aura au choix, le fait de choisir à différents tours une aura, je trouve ça très fun aussi, je trouve que ça fonctionne bien, et ça donne un petit côté cool où on peut adapter sa partie à la personne qu'on rencontre et à l'armée qu'on rencontre. Mais pour moi, ces auras, il faut les modifier. Alors, j'ai imaginé des trucs qui sont peut-être pas du tout équilibrés, mais par exemple une aura qui réduirait l'OC ennemi de 1, avec un minimum de 1, dans un rayon de 3 pouces par exemple. À 6 pouces, 9 pouces, c'est probablement trop fort autour d'un socle énorme comme ça, mais ça représente bien le côté, bah, comment tu veux que je m'occupe de tenir cet objectif ou cette position ou de prendre le contrôle de ce bunker quand j'ai une espèce de gigantesque machin qui me voit et qui pointe son arme sur moi. Voilà, donc je suis moins efficace pour contrôler une zone. Réduire le mouvement ou les charges ennemies de 1 en aura aussi. Le fait, bah, j'ai pas envie de charger ce truc, j'ai pas envie de charger un machin qui fait 30 mètres de haut là, j'ai pas envie quoi, ça me fait flipper, je veux pas y aller. Augmenter la portée de détection des unités, en aura aussi, serait intelligent, c'est des machins gigantesques qui voient au-dessus des ruines et des machins, ils vous repèrent beaucoup plus facilement, donc augmenter la portée de détection pour le reste de l'armée serait pas idiot. Donner un -1 touche sur une cible qui a été touchée par des tirs, c'est un tir de suppression globalement, hein, vous faites arroser de tirs ultra violents dans la tronche, donc votre unité elle s'est jetée à terre et elle a du mal à riposter, donc elle a -1 pour toucher, voilà. Ce genre de choses, je trouve, serait plus pertinent sur la table. Le système d'aura en lui-même, je le trouve cool, je le trouve fun, par contre les bonus qui sont donnés actuellement, je les trouve pas très intéressants, et je pense qu'il faudrait les changer pour autre chose. Ensuite, l'Empire Tau, alors pourquoi est-ce que leur règle est naze en V10 et donc aussi évidemment en V11? En gros, la manière dont ça fonctionne, vous prenez une de vos unités qui voit une cible ennemie. Vous dites que cette unité va cibler l'adversaire pour le reste de votre armée, et donc quand le reste de votre armée tire sur cette unité ennemie que vous avez ciblée, vous avez +1 à l'ACT, et si l'unité qui ciblait a le mot-clé désignateur laser, vous avez aussi ignore le couvert. Mais le problème, c'est que du coup, bah, l'armée, elle touche de base à 4+, ce qui, pour une armée comme les Tau, n'a aucun sens en termes de lore et de fluff. C'est une armée de tir, toucher à 4+, c'est vraiment complètement étrange, et vous êtes dépendant de ce bonus pour mieux toucher. Donc on verra que, évidemment, ça fait partie des changements à appliquer. Ça oblige aussi à prendre des unités taxes, qui ne font que cibler, et il faut pas oublier que quand une unité a ciblé, dans la plupart des cas, elle ne profite pas de son propre bonus, et donc elle tirera toujours à 4+, potentiellement, ce qui est pas très intéressant, sauf certaines unités qui, elles, ont le droit de cibler et de tirer sur la cible qu'elles ont ciblée avec le même bonus. Mais je crois que c'est que les cibleurs, justement. Ça ne marche pas non plus sur les auxiliaires, les croûtes, les vespides, ceux-là ne peuvent pas cibler et ne peuvent pas profiter du ciblage non plus. Donc ça ne représente pas vraiment l'aspect pour le bien suprême, qui est censé être on travaille tous ensemble pour abattre l'ennemi, et justement dans le lore, les auxiliaires ils sont là pour désigner les positions ennemies et faire de l'escarmouche. Donc s'ils profitent pas des bonus et qu'ils les donnent pas non plus, ça n'a aucun sens par rapport à comment les taux fonctionnent dans le lore de l'univers. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, j'en ai évidemment parlé à l'autre Nico qui joue Tau, et qui intervient sur cette chaîne aussi, que vous voyez régulièrement ici, parce que lui, c'est un joueur Tau plutôt efficace, et donc il avait pas mal d'idées. Alors déjà, passer certaines unités en touche à 3+, évidemment, hein, peut-être pas toute la petite infanterie de base, mais ce qui est dans une exo-armure, qui a des systèmes de visée plus avancés que toutes les technologies, sauf peut-être les Votann et les Eldar, bah voilà, c'est logique, qui touche mieux que le petit fantassin de base, hein, c'est une unité d'élite. Pourquoi est-ce qu'une exo-armure Tau touche moins bien qu'un Kazerkin? Ça n'a aucun sens. Surtout qu'en plus, de base, hein, un guerrier de feu, faut pas oublier que c'est un machin qui est entraîné depuis qu'il est bébé, hein, pour avoir un entraînement martial assez poussé. Donc le fait qu'il touche moins bien
que le soldat d'élite troupion impérial, c'est quand même pas très très logique, hein. Donc si l'infanterie touche à 4+, parce qu'ils sont myopes dans le lore, ok, mais les exo-armures touchent à 3+, ça paraît indispensable. Et ensuite, je pense que les unités qui ont le mot-clé désignateur laser pourraient donner ignore le couvert sur une unité qu'elles ont touchée au tir. Donc vous faites tirer votre unité qui a les désignateurs laser, elles utilisent leur petit désignateur pour marquer l'ennemi pour vos potes, et du coup vos potes, ils ont maintenant ignore le couvert puisqu'ils savent exactement où est l'adversaire. Donc ça veut dire que vos exo-armures sont efficaces tout le temps, parce qu'elles sont à 3+ de base, elles n'ont pas forcément besoin d'être ciblées, elles sont autonomes. Par contre, votre petite infanterie, elle a besoin un minimum du désignateur laser pour pouvoir commencer à toucher correctement, parce que sinon avec le couvert, c'est du 5+. Je trouve que ça fonctionnerait mieux sur table. Et ensuite, le deuxième volet de la règle d'armée, ce serait de choisir au début de la bataille si vous allez appliquer un plan de bataille Montka ou un plan de bataille Koyon. Ça, ce sont les deux doctrines de combat d'Eto. Ils affrontent l'adversaire systématiquement dans une de ces deux manières de combattre. Les avoir en détachement, c'est pas logique, puisque ça veut dire que quand vous jouez pas le détachement Montka ou Koyon, vous jouez en fait en ne suivant aucun des plans de bataille normaux d'Eto, ce qui est très étrange. Donc on en a parlé avec l'autre Nico, l'idée ce serait de dire, au début de la bataille, vous choisissez si vous voulez jouer en Montka ou en Koyon, qui vous donne un bonus pour toute la partie. Alors le bonus ça peut être, peu importe, touche soutenue, touche fatale, un touche on s'en fout, peu importe, à équilibrer, mais l'idée ce serait que en Koyon, comme vous êtes le chasseur patient, vous recevez. Et donc vous gagnez un bonus quand vous attaquez des unités dans votre territoire ou dans votre zone de déploiement. Si votre unité ennemie que vous attaquez est dans votre territoire, donc dans la moitié de table qui vous correspond, eh bien vous avez un bonus. Et en Montka c'est l'inverse, quand vous attaquez l'ennemi dans son territoire ou dans sa zone de déploiement, eh bien c'est là que vous avez un bonus. Ça montre aussi que vous n'êtes pas non plus adaptable avec tout quand vous jouez ces plans de bataille. Si vous jouez en Koyon, vous êtes le chasseur, donc vous n'êtes pas extrêmement bon pour aller chercher l'adversaire sur son territoire, vous tendez un piège. Par contre, en Montka, vous êtes très agressif, mais si l'adversaire a réussi à rentrer dans vos lignes, vous êtes moins capable de réagir sur ce genre de choses. Je trouve que ça, c'est pas idiot. Et en plus du coup, on peut aussi déverrouiller le fait que certains personnages donnent des bonus en Montka ou en Koyon. Vous avez Shadowsun, qui est la grande maîtresse du Koyon, donc quand vous jouez en Koyon, peut-être qu'elle vous donne un bonus. Peut-être que votre territoire est aussi étendu de 6 pouces quand il s'agit de vous donner votre bonus. Et pour Farsight et les lances jumelles, eux c'est les représentants du Montka, peut-être que leur bonus c'est que si vous jouez en Montka, eh bien vous avez plus 6 pouces au territoire ennemi, ce qui fait que vous avez vos bonus dans encore plus de zones de la table. Ça peut être ce genre de truc. Vous pouvez aussi imaginer que l'éthéré, par exemple, permette de désigner une unité visible de lui sur la table et lui donner l'ordre de jouer avec l'autre plan de bataille. Donc de dire, là, toi, pour ce tour-là, une fois par bataille, tu vas être en Montka alors que toute l'armée est en Koyon. Ça peut être ce genre de choses qui représente bien le fait que les éthérés ont tellement de pouvoir sur les taux qu'ils sont capables de leur faire carrément ignorer le plan de bataille et de prendre un peu le commandement au-dessus même des commandants qui sont censés générer le plan de bataille. Et enfin, moi je trouve que la règle des sœurs de bataille devrait être remaniée aussi. Alors je sais que celle-là risque de faire plus débat que les autres, à mon avis, parce que je sais qu'il y en a qui adorent le système des dés de miracle. Je vais vous expliquer pourquoi moi je trouve que c'est pas génial. Actuellement, les sœurs de bataille gagnent un dé de miracle quand elles perdent une unité, et aussi au début de chaque round. Ces dés, vous les jetez, et donc si vous avez fait un 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe, vous prenez ce résultat et vous le mettez dans un coin. Et ensuite, quand vous allez jeter certains jets de dés, c'est quasiment tous les jets de dés, mais pas tous, vous pouvez décider, avant de jeter les dés, de dire un de ces dés, je vais le remplacer par un de mes dés de miracle qui a fait 1, qui a fait 2, qui a fait 3, qui a fait 4. Donc si vous voulez, par exemple, rater une sauvegarde intentionnellement, eh bien vous pouvez décider d'utiliser un 1 pour être sûr que votre figurine est morte. Si vous voulez être sûr de toucher quelque chose et que vous touchez à 4+, vous pouvez utiliser un dé de miracle qui a fait 4 et dire je touche auto avec ce dé de miracle. Le problème, c'est que déjà, en V11, les unités dans lesquelles vous avez mis des personnages ne comptent plus que comme une seule unité. Donc quand on détruit les gardes du corps et le personnage, vous ne gagnez qu'un seul dé de miracle. Si on ne détruit que les gardes du corps, vous ne gagnez pas du tout de dé de miracle. Si on précisionne le personnage, vous ne gagnez pas de dé de miracle non plus. Il faut que les deux soient morts. Donc déjà, l'économie du dé de miracle, elle est moins bonne en V11. Et en plus, en V11, on jette les dés avec un lancer rapide. On jette systématiquement tout en même temps. Vous ne pouvez pas séquencer, par exemple, une sauvegarde dé par dé. Et donc vous devez annoncer, avant de jeter, par exemple, 5 sauvegardes, si vous allez en remplacer une. Avant, vous auriez pu en jeter une, elle est réussie. En jeter une autre, elle est réussie. En jeter une autre, elle est réussie. Ok, il m'en reste 2 à faire. Si j'en passe une, mon personnage n'est pas mort, donc je vais prendre un dé de miracle, paf, j'en réussis une auto, bim boum, je suis pas mort, et je peux jeter la dernière, je m'en fous, je prendrai des dégâts, mais je serai pas crevé. Là maintenant, vous pouvez plus. Vous devez dire à l'avance, je vais prendre un de ces dés, je vais le remplacer direct par une sauvegarde réussie, et ensuite je jette les dés -1, moins celui que j'ai remplacé. Et du coup, ça vous donne vachement moins de contrôle sur ce que vous faites.
Et puis en plus, il y a toujours le problème que ce système de dés de miracle, il est ultra aléatoire. Si vos dés font des 1 et des 2 pendant toute la partie, bah, ils vont être vachement moins utiles, parce que bah, remplacer un jet de touche par un 2, vous n'avez pas grand chose qui touche à 2 plus de base, et donc bah, vous allez juste pas toucher. En fait, vos dés, ils vont pas vous servir tant que ça pendant la partie, ce qui est du coup évidemment pas super intéressant. A l'inverse, si vous faites que des 5 et des 6, votre adversaire il va être méga gavé par le fait que bah, vous avez des touches auto, des invulnérables auto réussis à 6, etc. Et c'est ultra chiant à affronter comme genre de truc aussi. Donc ça marche dans les deux sens, comme tout ce qui est lié à l'aléatoire. Ce qu'on peut faire pour remplacer cette règle, alors pour moi il faut garder le système de miracle et de foi, parce que ça représente évidemment très très bien les sorts de bataille. Hein. Les sorts de bataille, c'est je prie l'empereur et j'accomplis des actes qu'on pensait impossibles à travers ma foi et mon zèle. Par contre, je pense que le rendre plus fiable serait intéressant. En fait, ce qu'il faudrait donner, c'est pas des dés de miracle, c'est des points de miracle. Vous en gagnez un par round et un par unité de sœur de bataille détruite, ça peut ne pas changer. Et ensuite, vous utilisez ces points de miracle pour vous donner des bonus sur toute l'armée. Vous proposez une liste d'aptitudes et de bonus que ça vous confère, obtenus pour un round ou pour le reste de la bataille, peu importe, en échange d'un certain nombre de points. Des choses par exemple type un insensible à la douleur à 6 sur l'armée pour, je dis n'importe quoi, 5 points de miracle. Avoir assaut sur toute l'armée pour le round pour 3 points de miracle. Augmenter la portée de vos armes pour avoir un meilleur bonus de fusion à plus longue distance pour, je dis n'importe quoi, 4 points de miracle. Ou donner une relance D1 à la touche pour le round pour 2 points de miracle. Voilà. Chaque aptitude coûte un certain nombre de points à déterminer et à équilibrer bien sûr. Il y a des personnages qui peuvent vous faire gagner des points ou qui peuvent potentiellement réduire le coût en points que vous dépensez sur votre armée. Ce genre de choses. Et du coup, on a toujours ce système de miracle et de zèle, vous gardez un contrôle sur qu'est-ce qui va être boosté pour votre armée pendant un round ou pour une unité, peu importe, mais par contre vous dépensez des pions au lieu de dépenser des jets de dés. On peut même imaginer que le bonus il est pas pour toute l'armée, il est que pour une unité, et à chaque fois que vous voulez un de ces bonus, c'est un point de miracle. Vous dépensez un point de miracle et ça donne un bonus parmi une liste à votre unité que vous avez ciblée, juste pour la phase par exemple, et puis c'est réglé. Je trouve que ça serait beaucoup plus intéressant parce que vous avez du contrôle, vous n'êtes pas dépendant des jets de dés, l'adversaire peut pas être frustré par vos jets de dés non plus puisque tout est stable et propre, et ça reste fun, hein, puisque c'est vous qui choisissez ce qui se passe. L'autre solution, ce serait d'avoir un truc différent qui est de dédier certains actes à l'empereur. Donc vous avez par exemple une liste d'actions que vous pouvez accomplir pour ce round et que vous allez dédier à l'empereur. Donc vous dites, bah ce tour-ci, je vais tuer un personnage, je vais détruire un véhicule, je vais reprendre un objectif. Et si vous avez accompli l'acte que vous aviez décidé de faire à la fin du round, alors vous allez choisir parmi une liste de bonus celui que l'armée aura jusqu'à la fin de la partie. Pour éviter que l'adversaire puisse le contrer trop facilement, il suffit de dire que c'est au début de votre phase de commandement, et vous dites, bah par exemple, à ce tour, je vais décider d'aller tuer un personnage. Si j'arrive à tuer un personnage, eh bien je vais gagner un bonus parmi une liste, je choisis celui que je veux, qui va s'appliquer à toute mon armée jusqu'à la fin de la partie. Ça marcherait un peu comme des sagas Space Wolves, où voilà, quand vous accomplissez une saga, vous déverrouillez un bonus pour votre armée pour le reste de la bataille. C'est un peu plus dur à équilibrer, parce que ça dépend évidemment du match-up. Si tous vos objectifs ils sont pas faisables en fonction de l'armée que vous affrontez, bah, c'est plus chiant. Ou s'il y en a que un ou deux qui sont faisables sur les 5 ou 6, bah, c'est pas terrible. Mais potentiellement ça peut être assez fluff, hein, assez narratif aussi, de dire bah voilà, mon armée, elle a fait une prière à l'empereur, elle a décidé de dédier le massacre de cet hérétique, et si elle y arrive, bah du coup l'empereur les récompense avec une espèce d'aura miraculeuse ou un bonus. Je trouverais ça plutôt intelligent. Bon voilà en tout cas pour mes propositions sur ces règles d'armée. Évidemment, il y en a probablement d'autres que vous trouvez nazes et que vous aimeriez changer. Vous pouvez me donner en commentaire justement les règles d'armée que vous trouvez pas terribles, hein, s'il y a des règles qui vous plaisent pas. C'est vrai que je pense par exemple la règle des chevaliers gris, elle est pas nulle sur la table, mais elle correspond pas super bien à l'armée. Je la trouve pas dingo, voilà. Il y en a sans doute d'autres que vous avez en tête. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, comme d'habitude, il n'y a pas du tout de velléité et d'équilibrage hein, sur ces règles. On n'essaie pas de faire un truc méga balanced pour du tournoi, c'est pour donner des idées de choses que moi, personnellement, je trouve un peu plus fun. Vous avez parfaitement le droit de trouver que c'est nul et que c'est pas fun du tout. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, évidemment. Bon, et comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et me permettre de faire plus de vidéos, vous avez tous les boutons YouTube et la zone de commentaires. Vous savez tous pourquoi c'est important et ou utile de cliquer dessus, donc n'hésitez pas. Vous avez aussi évidemment la page My Hobby Place, le lien est dans la description. Si vous achetez vos figurines chez eux, c'est moins cher que chez Games, et ça me reverse une petite commission si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer. C'est la source de financement principale de cette chaîne, donc n'hésitez pas à continuer à utiliser le lien. Et évidemment, vous avez aussi la page Tipeee, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, ça vous permet de soutenir la chaîne de manière plus directe. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien et regarder tout ça. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!